Ce podcast est réalisé avec le soutien précieux de Pareto, Planning for a Better Life. Bienvenue à Z sur 7, votre podcast quotidien. Nous vous souhaitons une bonne année, merci de la commencer en notre compagnie. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 6 janvier et nous avons pour vous un tout nouvel épisode de Z sur 7. Baptiste Lambert reçoit Olivier Mouton, chef news au Trends Tendance et spécialiste de la politique belge. Ensemble, ils abordent les formations des gouvernements fédéral et bruxellois. Côté fédéral, un gouvernement est attendu pour la fin janvier. Côté bruxellois, le blocage est total. Z sur 7, l'info à ne pas manquer. Un expert interviewé par Trends Tendance analyse les racines d'une actualité forte. Bonjour Olivier Mouton. Bonjour Baptiste. Alors nous allons évoquer cette semaine la crise au niveau du gouvernement fédéral et bruxellois. Alors il nous promettait un gouvernement fédéral avant les élections communales, puis après. Ensuite, ça a été sous le sapin. Désormais, ce sera pour la fin janvier. C'est en tout cas ce qu'a indiqué Bart De Wever, qui semble mettre une deadline. Oui, pour la première fois, il y a une vraie deadline, parce que jusqu'ici, on annonçait la volonté d'atterrir, mais sans fixer de deadline. Georges-Louis Boucher lui parlait du 7 janvier, qui est le prochain rendez-vous au Palais pour sans doute une prolongation de la mission de formation de Bart De Wever. Donc c'est vrai que maintenant, enfin, parce qu'on aurait pu penser que c'était une formation qui aurait pu se dérouler de manière assez limpide. Il y avait 5 partis qui étaient appelés à gouverner ensemble, certes différents, mais quand même avec des corpus idéologiques qui auraient pu s'accorder. Et bien, visiblement, et on n'est pas encore au bout des surprises, à mon avis. Oui, tout à fait. Mais le formateur Bart De Wever doit se rendre chez le roi demain. Alors, il y a quelques semaines, le palais attendait une percée significative. C'est ce qui était marqué dans son communiqué. Donc, c'est pour ça qu'on s'attendait vraiment quelque chose pour le 7 janvier. Mais on semble toujours tourner en rond autour des mêmes sujets, quoi. Si percée décisive il y a, ce serait une percée budgétaire et socio-économique, singulièrement fiscale, parce qu'on sait que c'est là que se trouve le nerf de la guerre d'une part, mais aussi l'abcès de fixation entre les ailes gauche et droite de cet Arizona, c'est-à-dire surtout entre Vorreut et le MR, mais aussi ces DNV engagés qui sont plutôt sur certains sujets proches de Vorreut et un axe MR-NVA pour le faire court, en tout cas sur les questions socio-économiques, fiscales. Et donc on sent qu'il y a eu plusieurs déclarations encore juste avant le réveillon de Nouvel An, notamment de Conor Rousseau qui disait quand on est sans abri et on ne sait pas vendre sa maison, l'air de dire il n'y a plus de marge pour faire des efforts. Et d'autre côté, un Georges-Louis Boucher qui lui renvoyait des propos de Geert Nuls disant que on est dans un pays le plus taxé du monde, ce qui n'est pas complètement vrai, mais enfin on n'est pas loin. Donc visiblement, c'est toujours pas tranché cette question-là. Oui, alors c'est ce qui se discute ces derniers jours. Donc Vorreut a amené des centaines, on parle quand même de 250 amendements à la note. Généralement, ça s'appelle de l'obstruction, ça, oui. Quand on est au Parlement. Oui, un flibusterie. Ouais. Et voilà, aussi, on l'a dit, le CDNV, avec quelques dizaines d'amendements, c'est ce qui est vraiment discuté là ces derniers jours. On parle d'un effort de 20 milliards en tout, 23 milliards. Normalement, on était même à 26, donc Bart De Wever a déjà un peu réduit la voilure de l'effort. Bon, on sait que a priori, c'est un effort réalisé sur 7 ans, donc ce gouvernement va le faire en partie et engager le prochain aussi. On sait toujours comment ça marche dans ces cas-là, mais c'est considérable. Ça veut dire qu'on est quand même autour de 4 à 5 milliards par an et on est parfois, et sur certains sujets, à l'os. Et on sait aussi que, en tout cas, c'est ce que Alexia Bertrand, la secrétaire d'État sortante au budget, disait, sans toucher à la sécurité sociale, en fait, on n'y arrivera pas. Donc là, on touche quand même à des tabous importants pour certains partis, singulièrement les partis socialistes et sociodémocrates. Alors, ce qui
ce qui est spécial, c'est que Bart de Wever semble avoir une confiance du palais assez importante. Ça n'a pas été toujours le cas des précédentes formations. En plus, un nationaliste, ce qui est étonnant. Oui, c'est ça. Et dans une interview, là, juste avant le Nouvel An, il se disait toujours républicain, mais il reconnaissait à Philippe, en tout cas, des qualités, d'être juste, direct, objectif. Mais comment est-ce qu'on peut comment on peut expliquer cette confiance entre le palais et Bart de Wever, comme vous l'avez rappelé, nationaliste? Mais il faut évidemment jamais oublier le résultat des élections, c'est quand même le point de départ. Et un retournement inattendu, c'est-à-dire la NVA restait premier parti de Flandre devant le Vlaams Belang. Donc on sait ce qu'on a, on sait ce qu'on pourrait avoir. On sait que le Vlaams Belang est derrière la porte et que de Wever en est quelque part le garant, le gardien de la démocratie jusqu'ici. Donc je pense que tant de la part du palais, mais enfin le palais, on sait qu'il doit être soutenu par les partis couverts politiquement, que de la part des partis, parce que regardez un Maxime Prévost, président désengagé, qui était plutôt hostile à la NVA, il n'a que des louanges aujourd'hui pour Bart de Wever. Mais tout ça parce que je pense qu'il y a une volonté de garder la NVA dans le jeu, lui donner les manettes, faire en sorte qu'en Flandre, on n'accuse pas à nouveau le pays d'être dirigé par un Premier ministre francophone, voire par une minorité en Flandre. C'est arrivé, notamment le gouvernement Di Rupo, c'était minoritaire en Flandre. Donc il y a une volonté absolue d'éviter une prise de risque qui ferait que le Belang ait des arguments décisifs. Ouais. Et en même temps, il n'y a pas vraiment d'alternative. L'Open VLD a été évoqué un moment, mais tout le monde se rend bien. Il a été laminé, donc et il est en période de reconstruction avec sa nouvelle présidente là, avec d'ailleurs des accents qui se veulent un peu plus libéraux marqués, donc peut-être qu'ils reviendront dans le jeu à un moment, mais pour le moment, c'est vrai qu'il y a peu d'alternatives. Le PS, je pense que ça induirait une toute autre dynamique. D'abord, le PS n'en veut pas, mais je pense que ça changerait considérablement les choses, notamment parce que le MR n'en veut pas, parce que ça ferait revenir l'institutionnel. Donc on serait dans d'autres aventures. Et tiens, ça vous paraît faisable d'aller revoter ? Est-ce que c'est faisable ? Ça l'est, c'est possible. Ça serait quand même une singulière aventure. Alors on en parlera où la copie budgétaire doit être remise à l'Europe. Ouais. Alors pour une fois on est maintenant presque devancé par nos voisins français dans le surréalisme politique, mais il faut quand même essayer d'éviter que ce ne soit le cas davantage. Oui, c'est ça. Et puis il y a le danger de faire revenir le Vlaams Belang peut-être en haut de l'affiche, et donc comme vous l'avez évoqué. Et comme vous l'avez aussi indiqué, le compteur de l'endettement tourne. On parle, c'est le formateur Bart de Wever qui en a d'ailleurs parlé, de 500 à 1000 euros par seconde qui est plombé dans l'endettement. La Belgique a d'ailleurs demandé une dérogation au niveau européen une nouvelle fois. Elle vient de le demander. Alors ce qui est assez troublant, c'est qu'il n'y a pas de délai demandé. Donc ça laisse quand même entendre qu'il y a une incertitude qui demeure. Mais après, ça reste... tout ça reste... À partir du moment où le processus de formation est encore en cours et qu'on a une perspective d'avoir un gouvernement, ça reste de pure forme. C'est-à-dire, c'est une manière de dire, écoutez, on arrive, on aura bien une copie budgétaire, laissez-nous encore un peu de temps. Mais malgré tout, ça reste... Et on sait que les procédures européennes laissent de la marge aussi, qu'on n'est pas encore sous une pression insoutenable des marchés. Donc on n'est pas au bord du précipice, mais il faut indiquer qu'il y a un chemin. Mais c'est quand même un enjeu majeur. Et encore une fois, on sent que si le deadline a été maintenant fixé à la fin du mois et on peut estimer que de Wever va tout faire pour s'y tenir, il faudra quand même faire en sorte qu'on atterrisse. Oui, tout à fait. Eh bien, allons maintenant sur Bruxelles, où la situation est encore pire, on peut le dire. Mais je vais résumer ça en quelques phrases. Donc, le PS refuse toujours la NVA. La coalition néerlandophone qui s'est formée à Bruxelles ne veut pas se voir dicter ses choix par les francophones. Et Ecolo, qui pourrait éventuellement remplacer numériquement le PS, veut rester dans l'opposition. Donc là, on voit qu'on est dans un triangle impossible à résoudre.
En échec, on parle de chèque et pâte. Hein, c'est l'étape avant le chèque et maths, c'est-à-dire que chacun est dans des positions qui cadenassent tout en fait. Et c'est vrai qu'à partir du moment où le PS a quitté la table de négociation en disant pour nous NVA pas question, on s'est retrouvé dans quelque chose de singulier. Alors il y a toujours cette difficulté à Bruxelles d'avoir la composition des deux majorités en parallèle, francophone, néerlandophone. Et que du côté flamand, ça s'était enfin débloqué, mais avec la NVA. Donc là, évidemment, il y a quelque chose qui peut avancer. Du côté francophone, on est avec quelque chose de très difficile, c'est que Écolo a été laminé dans les urnes et donc a déjà réaffirmé en Assemblée Générale qu'il n'accepterait pas de venir autour de la table. Défi, c'est un peu plus compliqué, mais enfin, Défi est en train d'exploser, donc c'est aussi un parti extrêmement fragilisé. Donc on est dans une situation inextricable pratiquement pour David Leyster, qui en plus, à titre personnel, a, bon an, mal an, perdu la confiance des autres partenaires. Donc vous voyez où on en est, quoi. Ouais. Mais voilà, je ne vous demande pas de jouer au devin, mais quelle est la piste la plus crédible pour sortir de cette crise ? Est-ce que réintégrer le CDNV donc à la place de la NVA, on sait qu'on doit ajouter un poste ministériel dans ce cas-là. Est-ce que ça vous paraît crédible ? Ce serait évidemment une issue de crise possible. C'est ce que le PS appelle de ses voeux, évidemment. Maintenant, ça va évidemment dans le sens d'une immixtion des francophones sur la coalition néerlandophone. Donc c'est évidemment pas évident à accepter. Il y avait eu une autre piste lancée par Défi de dire on pourrait faire une majorité francophone quelque part c'est possible mathématiquement sans tenir compte d'une majorité au niveau du Parlement et on pourrait dire on a un programme d'urgence notamment budgétaire parce qu'on en reparlera, mais c'est évidemment un enjeu majeur, mais là aussi ça semble compliqué. Donc le tout en fait c'est que maintenant tout le monde revienne à la raison, je pense. Il faut rajouter je parlais de la défiance à l'égard de David Leyster, il faut quand même ajouter que derrière tout ça, il y a un espèce de petit jeu qui ne dit pas son nom, où Voorhout et le PS jouent un peu la carte de Ahmed Laoueche, patron du PS bruxellois, en espérant que lui prenne les rênes des négociations et du futur gouvernement. Donc, or, on sait déjà les couleuvres que le MR a avalées au niveau des communes dans les formations à l'encontre du PS. Donc, il y a aussi des petits jeux d'ego et de personnes derrière tout ça. Et alors on l'oublie souvent, mais il y a une autre coalition qui est possible. C'est le PS, Écolo et le PTB. C'est mathématiquement possible. De l'autre côté, on aurait par exemple Groen, Voorhout et la team Farid Haïdar. Bon, ça a le mérite d'être homogène, on va dire. Homogène, mais on n'est pas rendu. Mais voilà, est-ce que c'est crédible ou c'est une piste qui va vraiment être compliquée à mettre en place, quoi ? C'est pas vraiment crédible dans la mesure où le PS a choisi le PTB dans 2 communes bruxelloises pour l'instant, mais plutôt en termes de laboratoire, d'essai. Le PTB lui-même dit que, en tout cas, dans ces instances, ils ont décidé qu'ils participeraient au niveau local, mais pas au niveau régional. Donc il y a quelque chose qui semble un peu impossible. Et par ailleurs, ce serait quand même un fameux précédent, une coalition comme ça. Déjà dans une commune comme à Molenbeek, où il y a des coalitions un peu particulières qui voient le jour, mais au niveau d'une région, qui plus est de la région capitale, qui accueille toutes les institutions européennes, etc. Européennes, exactement. L'OTAN, Vous imaginez le PTB et Fouad Haïdar dans la capitale de l'OTAN à l'heure géopolitique actuelle. Je trouve ça quand même un peu saugrenu pour le moins. Oui, et alors on va conclure avec donc ces finances bruxelloises qui brûlent littéralement. Alors il y a une petite musique qui commence à monter selon laquelle Bruxelles pourrait être mise sous tutelle financière. Je ne sais pas ce que ça vous évoque. Vous avez d'ailleurs travaillé là-dessus pas mal, Baptiste. Mais on pourra le lire effectivement ce jeudi dans le Trends. Absolument, mais cette petite musique qui monte, elle est crédible parce que de toutes les régions du pays, Bruxelles est celle qui est dans la situation économique et budgétaire la plus difficile. Et donc à un moment ou un autre...
le fédéral devra aussi peut-être se mêler de ce qui se passe dans sa capitale. Et dans ce cas-là, alors mis sous tutelle, certains l'appellent de leur vœu, d'autres disent c'est impossible constitutionnellement, il faudrait un changement majeur, et c'est vrai, à part que, mais ça vous l'évoquez dans le travail que vous faites pour le magazine, mais qu'il est possible aussi d'avoir d'autres formules, c'est-à-dire par exemple, on pourrait, comme en Wallonie, fixer des balises, prêter de l'argent ou faire un plan en concertation avec les autres niveaux de pouvoir, mais dans lequel on fixerait des balises en termes de réforme, en termes de changement de structure, parce que derrière tous ces débats-là, à Bruxelles, et ça touche le fédéral, il y a des questions liées à la complexité, liées fusion commune, fusion des CPAS, zone de police, et je ne parle même pas des innombrables organismes paracommunaux qui existent dans notre bonne capitale. Et derrière tout ça, il y a aussi évidemment l'image et la gestion de cette ville qui commence à devenir désastreuse. On l'a encore vu au réveillon avec des tensions dans certains quartiers. Il y a un moment, il faut quand même se rendre compte qu'on a une responsabilité vis-à-vis de cette ville, vous l'avez dit, qui est un enjeu international considérable. L'Union européenne, l'OTAN et autres, c'est pas rien, donc on va pas les garder à l'infini si on est dans un désert économique et une poudrière sociale. Cette impasse politique montre les divergences qui demeurent sur la scène politique belge, tant au fédéral qu'au régional. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Vous retrouverez plus d'analyses sur les dernières évolutions dans le monde, la tech et les marchés financiers. À demain. Une minute pour faire fructifier et sécuriser votre patrimoine. En collaboration avec Pareto. Le saviez-vous, le nom de notre société est basé sur l'optimum de Pareto. En effet, l'optimum de Pareto est l'équilibre parfait à partir duquel nous ne pouvons plus rien changer à la situation sans obtenir en contrepartie des désavantages et des contraintes. Notre société existe maintenant depuis 14 ans, consiste en une 60aine de personnes, parmi lesquelles des juristes, des fiscalistes et des économistes. 2 missions qui s'offrent à nous. La première, faire en sorte que nos clients payent le moins d'impôts possible, à différents niveaux, au niveau professionnel, en société ou pas, au niveau patrimonial, immobilier et mobilier, et au niveau successoral. En plus de cette première mission, il y a souvent une seconde qui en découle automatiquement, c'est que nous accompagnons nos clients au travers de placements immobiliers et financiers sans jamais être liés à une institution financière en particulier, car nous nous définissons comme une family office. Vous voulez sécuriser votre avenir fiscal et patrimonial ? Contactez Pareto.